Bienvenue dans Les Pionnières, ce podcast des femmes qui ouvrent la voie. Je suis Isabelle Grosmaître et je vais accueillir des femmes audacieuses, des femmes dirigeantes, des femmes entrepreneurs, des sportives, des scientifiques. Ensemble, on va découvrir leur parcours, ce qui guide leurs choix et leurs convictions. Ce podcast, c'est un peu une boîte à outils inspirée du monde réel pour celles et ceux qui veulent ouvrir des voies et transformer le monde. Ce podcast Les Pionnières a été réalisé par Big Media en collaboration avec BPI France et Goodness & Co. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Barbara Lavernos, directrice générale adjointe de L'Oréal, en charge de la recherche, de l'innovation et de la tech. Barbara, c'est une pionnière. Une pionnière qui a brisé le plafond de verre jusqu'à devenir la numéro 2 du leader de la beauté mondiale. Une pionnière parce qu'elle lie, vous allez voir, la science, la tech et la créativité au service d'un monde meilleur. Et une pionnière dans l'influence et ce rôle modèle qui compte tant pour nous. Barbara, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans notre podcast. Merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle, je suis ravie d'être là pour le podcast des Pionnières. Merci de l'invitation. Alors on va découvrir ensemble ton parcours, ce qui guide tes choix, tes convictions. Et il y a une question qui me brûle les lèvres. Quand tu es sortie de ton école d'ingénieur vers 20 ans à peu près, est-ce que tu t'étais imaginé ce parcours extraordinaire et d'être aujourd'hui la numéro 2 du groupe L'Oréal? Alors vraiment pas du tout. Mais vraiment pas du tout. D'abord, quand tu sors d'une école d'ingénieur, de commerce, etc., je crois que tu n'as pas bonne idée de ta trajectoire, mais même des possibilités du monde de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Puis moi, ma mère est historienne de l'art, mon père est professeur de médecine, on n'était pas dans le monde de l'entreprise. Donc, c'était une vraie découverte. Et puis, je n'imaginais pas pouvoir avoir des responsabilités aussi importantes au fur et à mesure. Pas du tout. J'ai toujours eu l'ambition d'impacter, mais ça n'était pas, je dirais, la recherche de titres de médailles. C'est pas ça qui m'a mue. Mais j'ai fait un stage chez L'Oréal et j'y suis restée depuis 34 ans. C'est génial. Souvent d'ailleurs, quand je parle à des étudiants, etc., je me présente comme dinosaure parce que c'est inimaginable de rester 34 ans dans la même entreprise, déjà à l'époque, mais alors aujourd'hui. Pourtant, c'est assez courant d'ailleurs chez L'Oréal. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est pas inouï chez nous, mais vu de l'extérieur, c'est souvent une vraie question. Mais c'est parce qu'on y a plusieurs vies, parce que l'entreprise elle-même grandit énormément et qu'on peut y avoir plusieurs vies. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, moi, j'ai eu un parcours d'une diversité absolument incroyable. J'ai démarré aux achats, donc j'achetais avec mon monde de fournisseurs, ces écosystèmes, des matières premières, des emballages. Ensuite, je suis partie comme directeur d'usine, ou plutôt directrice d'usine, un peu ce qui est formidable. Les pionnières, mais voilà, on n'était pas nombreuses à l'époque. C'était où? C'était à Rambouillet, une grande usine de fabrication de shampoing. Ensuite, je suis devenue la patronne des achats du groupe L'Oréal. Et puis, à 40 ans, j'ai eu la crise habituelle de l'ingénieur de base. J'ai voulu faire du business. J'ai eu la chance de pouvoir le faire chez L'Oréal. Et j'ai pris toute la division du travel retail, c'est-à-dire tout le business qui est fait dans les aéroports du monde entier, dans les duty free. Le 6e continent, je crois, c'est ça? Voilà, on avait inventé le 6e continent parce qu'il a des capitales, il a des citoyens qui sont différents, on va dire, de l'empreinte géographique du planisphère. Et puis ensuite, j'ai eu le grand privilège de rentrer au comité exécutif du groupe comme patronne des opérations, c'est-à-dire patronne des achats, de l'industrie et de toute la supply chain. Et c'était tout le moment de l'explosion du e-commerce, donc c'était absolument fabuleux. Et puis, depuis maintenant 4 ou 5 ans, j'ai ce titre de directrice générale adjointe du groupe et avec 2 grandes responsabilités. D'un côté, la recherche, c'est ces 4000 chercheurs. De l'autre côté, toute la tech, la transformation IT et tech et AI. Et puis, j'ai 2 autres activités que j'adore. Tout ce qui est l'immobilier, c'est-à-dire les maisons dans lesquelles travaillent toutes nos équipes dans le monde. Et on a plusieurs millions de mètres carrés locataires ou propriétaires. Et puis, là, vraiment un secteur que j'aime beaucoup, mais qui est un peu dans l'ombre, qui est la sûreté, qui n'a rien à voir avec la sécurité, mais qui est évidemment toutes les attaques malveillantes qu'on peut avoir contre les individus ou contre le patrimoine informationnel. Tous les sujets sur la cybersécurité dont nous parlions. Est-ce que j'aurais pu imaginer ça à 20 ans? Mais absolument pas, vraiment pas. Et du coup, est-ce que tu es animé par aussi le sujet, le secteur? Parce que tu fais quand même le choix de consacrer ta vie, au-delà d'avoir des rôles très divers, à un secteur assez spécifique, la beauté. Mais tu as raison, c'est ça au fond qui fait que je suis restée 34 ans dans cette entreprise, au-delà des valeurs qu'elle porte. Le secteur de la beauté, je l'adore. Alors,
pas parce que je suis une femme, hein, ce qui est vraiment quelque chose que j'ai tellement entendu et qui est d'une stupidité crasse, mais la beauté, c'est quelque chose, si tu veux, qui existe depuis le début de l'humanité. C'est très très fondamental. Depuis que l'homme existe, l'homo sapiens, jusqu'à aujourd'hui le métaverse, la beauté existe. Si on prend le métaverse aujourd'hui, regardez ces avatars que les gens créent, comme ils sont définis par des coiffures, des looks, des styles différents, des beautés différentes. Et puis tout au long de l'humanité, elle s'est définie au travers de la beauté parce que la beauté protège l'individu. Hein, la première fonction de la beauté, c'est de protéger notre peau contre les agressions du soleil, les pollutions, le vent, la chaleur, nos cheveux aussi, c'est pour ça qu'on a des cheveux, hein, c'est pour nous protéger de ces rayons, les atopies. Et puis la beauté, c'est très culturel, c'est très très sociologique. D'abord, c'est culturel géographiquement. La beauté n'a pas du tout la même définition et une histoire. Quand on est au Japon, ce sont ces visages tout lisses où des femmes peuvent mettre jusqu'à 8 produits pour arriver à ce résultat qui, pour elles, est le plus beau du monde. Et quand on est au Brésil, ce sont ces chevelures magnifiques où une femme peut utiliser 5 produits par jour. Donc on voit bien qu'elle est protéiforme, cette beauté. Et puis c'est sociologique parce que la beauté, elle évolue beaucoup, hein, et on a accompagné beaucoup de mouvements de libération des femmes, par exemple, ou des hommes dans certains autres endroits, ou bien c'est l'appartenance à une communauté ou l'appartenance à une génération. Quelque chose de très intéressant dans la beauté, que nous on observe beaucoup, c'est que les jeunes générations vont toujours définir des attributs de beauté différents de la génération qui est juste au-dessus pour montrer qu'ils existent. Passionnant. Notre génération, la jeune génération par exemple, alors elle va en sortir là, mais elle a eu 10-15 ans d'explosion du tatouage, qui était détesté par la génération d'avant. C'est pourtant des attributs. Je vois bien. Voilà. Mais c'est une façon de s'exprimer aux autres et dans les communautés. Et enfin, la beauté ou la façon dont je me présente aux autres, dont j'interagis avec les autres, c'est aussi la confiance en soi, c'est la self-esteem, hein, et c'est quelque chose d'important. Donc j'ai adoré ce secteur pour toutes ces raisons-là. Et puis le deuxième, c'est que le marché de la beauté, c'est un marché en croissance permanente et que je suis une femme passionnée et capable d'agir, je crois, ou très stimulée dans ces marchés de conquête et de croissance. Et puis enfin, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la beauté, c'est fondamentalement de la science et de la technologie qui sont mes deux passions. Alors justement, parce que tu as la responsabilité aussi de ce mariage et c'est aussi une grande chance pour nous de t'accueillir aujourd'hui parce que tu es une femme qui a la croisée justement de la technologie, de la créativité, de l'innovation. Et comment tu maries tout ça pour, tu le dis souvent et vous le dites souvent chez L'Oréal, être future fit? Ça veut dire quoi? Mettre tous ces éléments au service de ça? Alors, effectivement, la beauté, elle est faite de performance, donc tu es obligé d'avoir des actifs, tu es obligé d'avoir des formulations, tu es obligé d'avoir de la science très profonde. D'ailleurs, chez L'Oréal, on a une recherche avancée, parce que les gens ne savent pas toujours, des centaines de chercheurs extraordinaires qui sont les spécialistes de la peau, du cheveu hein, et de leur fonctionnement, et de plus en plus d'ailleurs des cellules elles-mêmes, puisque c'est tout le sujet de la longévité, hein, qui est le nouveau champ, on va dire, de science, à la fois de la santé et de la beauté. La tech, elle va s'exercer dans tous les compartiments de l'entreprise, comme partout, mais elle va être pour nous extrêmement importante dans le monde digital, parce que L'Oréal, c'est plus de 70 marques, mais c'est 42 marques internationales, 12 marques millionnaires. Hein, donc les gens connaissent L'Oréal Paris, parce que je le vaux bien, mais c'est Garnier, Maybelline, NYX, Kérastase, Yves Saint Laurent, Armani, La Roche-Posay, voilà, hein, you name it. Donc on a beaucoup de marques. Et chacune de ces marques va interagir avec ses clients, avec ses consommateurs et ses consommatrices et va créer un contenu, des démonstrations, des publicités sur les réseaux sociaux qui nécessitent de produire hein, et d'interagir en permanence sur les plateformes sociales, mais aussi sur tous les sites de e-commerce, que ce soit les nôtres ou que ce soit les pure players. Ça, c'est la partie un peu marketing. Ça, c'est la partie marketing. Moi, avec les équipes de tech, on met à disposition tout ce qui permet aujourd'hui de créer ces assets et de les diffuser en permanence. Et puis, et la technologie, elle sert dans toute l'entreprise. Et puis, la technologie, elle sert beaucoup dans la science. On en a tous vécu un exemple très simple à comprendre, c'est le vaccin pour la Covid. Le vaccin pour la Covid, c'est pas tant la technologie RNA qui est une révolution scientifique, mais qui était déjà en train de se préparer depuis 15 ans, 20 ans, mais qui est révolutionnaire. Mais la puissance de la tech, c'est-à-dire la puissance du computing, a permis, on l'a tous observé, en un temps absolument record, de choisir le bon candidat, hein, au milieu de millions de candidats de vaccins, la sélection. Donc, l'intersection de la tech et de la science,
Les deux sont en train de vivre des révolutions que l'humanité n'a jamais connues. Hein, la tech, on le voit tous parce que on le vit dans notre quotidien. On comprend très bien, on entend parler de Generative AI, d'Agentic AI tout le temps, et on le vit. Quand on a Waze et son smartphone, on a plus de capacité tech tout seul à la maison que quand on envoyait les premières fusées sur la Lune. Donc ça, on le vit. La science, on le sait moins, mais elle est dans une révolution absolument gigantesque, permise à nouveau par la tech, et c'est là où l'intersection est absolument extraordinaire et permet aux scientifiques du monde entier, chez nous, mais avec l'ensemble des plateformes avec qui on interagit, de faire des découvertes. C'est pas tant de faire de l'applicatif, lui il évolue normalement, c'est de faire des réelles découvertes. Tu peux nous partager un exemple? Par exemple, on a tous compris, ce n'est pas une découverte, que nous partageons tous la même maladie qui est le vieillissement. On peut le considérer que le vieillissement est une maladie. On n'en comprenait pas bien les mécanismes. C'est très très complexe. Un corps humain est d'une complexité absolument folle. Donc l'interaction de l'ensemble des paramètres et de l'ensemble des phénomènes, qu'ils soient épigénétiques, qu'ils soient endocrinologiques, etc., n'étaient pas paramétrables, même pour les cerveaux les plus élaborés, même pour les données que nous avions auparavant. On le peut aujourd'hui. Ça veut dire que on est capable, au niveau scientifique, encore une fois, je ne suis pas une scientifique, je suis un ingénieur, mais je travaille avec des scientifiques, on est capable aujourd'hui de comprendre quelle protéine porte quel message à nos cellules, qui va faire que cette cellule va vieillir, ou qui va faire que cette cellule va partir vers un cancer. Mais c'est mieux, on est capable aussi de faire du biodocking et de regarder quel message peut passer à cette protéine pour qu'elle arrête de dire à cette cellule de vieillir, ou pour qu'elle dise à ces cellules « tue-moi les cellules zombies pour revenir en arrière ». Donc ça, on est au début, mais c'est absolument révolutionnaire. Dans la cancérologie, dans l'immunologie, et dans la beauté, ce sont vraiment des grandes révolutions. Hâte de voir, parce que ça va être des produits qui arriveront sur le marché dans 10 ans, Alors, absolument, même si en pharma, dans la santé comme en beauté, ça commence à arriver. Hein, on est dans les premiers et on est en train de lancer un certain nombre de produits. Je te raconte juste quelque chose que j'adore moi. J'ai essayé d'ailleurs que le président Macron l'essaye, mais il n'a pas voulu quand on était à Vivatech. Mais, si tu veux aujourd'hui regarder quelles sont les protéines dans ta peau il y en a un certain nombre de biomarqueurs, et la peau c'est pas que juste une coquille, hein. La peau c'est le plus grand organe d'un être humain et il dialogue avec la totalité de tes organes. Donc il révèle des maladies qui peuvent arriver, elle va être très très importante dans ces éléments-là, mais elle va aussi permettre de convoyer des messages pour, entre guillemets, réverser des maladies qui arrivent dans d'autres organes. C'est très très passionnant. Et donc, quand tu commences à faire ce type d'études, d'analyses, et on va tous faire des analyses médicales, on va au laboratoire, on y va, ils nous font une biopsie, ça dure un mois, et ils reviennent, ou une semaine, et ils reviennent, etc. Là, on a travaillé avec une société coréenne qui s'appelle NanoNTech, une start-up formidable, et on a réussi à faire un petit laboratoire de microfluidique de cette taille-là. On l'a installé, on est en train d'installer chez Lancôme, qui permet, en prenant juste un strap, c'est-à-dire un scotch, sur ta peau, en 5 minutes, de connaître tes biomarqueurs, de définir un certain nombre de protéines, et de définir ton âge biologique. C'est ça que le président Macron n'a pas voulu faire, parce que tu as un âge sur ta carte d'identité, mais ton corps a un autre âge, et ça permet de le déterminer. Après, donc ça c'est une première chose, c'est assez intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça permet en instantané, par exemple, de savoir si tu réponds à quelque chose que, j'espère, beaucoup de monde a entendu parler, du rétinol, qui est une molécule extraordinaire. Mais il se trouve qu'il y a un certain pourcentage non négligeable d'individus qui ne répondent pas au rétinol. Ça ne marche pas sur eux. Ils n'ont pas les récepteurs pour ça. Donc on va pouvoir guider les gens, hein, je donne cet exemple parce qu'il est facile à comprendre, pour avoir la bonne personnalisation des soins qu'ils doivent avoir. Ouais, c'est génial. Et du coup, alors, c'est un bon tremplin pour aller vers aussi ton rôle d'administratrice. Parce que de mémoire, tu es aussi administratrice chez Sanofi. Absolument. Est-ce que ça te donne un autre regard sur l'entreprise et l'engagement de l'entreprise, l'innovation de l'entreprise, d'être dans un conseil d'administration? Très franchement, absolument. Et je ne l'imaginais pas à ce point-là. Bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans des conseils d'administration au travers de la loi Copé-Zimmermann. Je la cite à chaque fois parce que vraiment, ils ont changé notre vie à toutes. Et le premier rôle dans un conseil d'administration, c'était à la BPI. Ah, génial! C'est Nicolas Dufour qui a eu la gentillesse de m'appeler pour la partie comité d'investissement. Et j'ai adoré cette expérience. Et aujourd'hui, tu as raison, je suis au bord de Sanofi. C'est
extraordinaire. D'abord parce que tu es dans un secteur dans lequel tu vas t'impliquer, tu vas travailler, on travaille dans un conseil d'administration, mais qui est différent du tien. Et donc, par définition, c'est très intéressant parce que ça donne un éclairage différent à notre secteur. Il y a des logiques qui sont les mêmes, les sous-jacents sont souvent les mêmes, mais pour autant, il y a des paramétrages ou des drivers, des leviers qui sont différents. La deuxième chose, c'est que le rôle d'un conseil d'administration, et on l'apprend très vite, on est d'ailleurs formé, est très différent d'un rôle d'exécution et d'opérationnel. Il porte des responsabilités légales et pénales d'ailleurs, un conseil d'administration, et donc tu viens observer, en même temps conseiller, accompagner les opérationnels avec entre guillemets ton expérience, un peu de prise de recul, et donc c'est un rôle complètement différent. Moi, ça m'a profondément enrichi, et beaucoup des personnes avec qui je travaille, des femmes et des hommes, je leur conseille quand ils arrivent à un certain niveau d'aller se former et d'aller prendre des rôles dans des conseils d'administration. Je crois que c'est très très complémentaire, et quand on a un rôle exécutif comme le mien, ou tu vois des rôles comme toi, je pense que c'est incroyablement enrichissant. C'est le même monde, le monde de l'entreprise, mais vraiment avec une responsabilité très différente. Ouais, génial, merci, parce que ce podcast, c'est aussi une boîte à outils où celles et ceux qui ont envie de faire bouger les lignes retirent des tips ou des points à appliquer. Donc ça, c'en est un très concret. Absolument. Alors si tu veux bien, on va parler de ton leadership et de ton parcours de leader en tant qu'individu. On parle souvent, et tu l'approches, l'entreprise avec un rôle très important de la science, de la tech, de l'innovation. Un peu une réinvention des modèles permanents. Comment tu vois le parallèle avec le leadership? Est-ce que le leadership aussi a besoin de se réinventer? Est-ce que tu vois le leadership différent aujourd'hui que tu le voyais hier? Est-ce que tu vois des choses qui bougent? Alors sur le leadership, écoute, j'ai une réponse qui est, j'ai envie de dire, comme Janus. Il y a des choses qui sont profondément les mêmes depuis toujours, et à mon avis qui sont toujours les mêmes marqueurs. Et je crois, tu as raison, qu'il y a des choses qui sont très différentes aujourd'hui. Donc les choses qui sont les mêmes, un leader, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui doit avoir d'abord qui doit travailler beaucoup, qui doit avoir une grosse capacité de travail. Donc voilà, ça sont des choses communes. Et puis à la fin, un leader ou un top manager, sa vie au fond, c'est tout ce qui concerne les grands sujets stratégiques, la vision, les conquêtes, ces grands enjeux à driver pour l'entreprise ou le département dont il a la charge. Et puis de gérer les problèmes, parce que les équipes, à la fin, elles gèrent, et fort heureusement, elles-mêmes, etc. Et quand elles viennent te voir, elles ont des doutes, elles ont des challenges, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, etc. Donc ta journée est quand même comme ça. Bon, au fond, ça reste la même chose. Et c'est aussi quelque chose qui reste commun, à mon avis, depuis toujours, c'est la capacité de dire non. C'est aussi très important. Alors, on peut le dire élégamment et gentiment. Ou capacité de dire non, tu distingues les choses. Tu dois choisir. Ton rôle, il est à un moment où il y a tellement d'options, tellement de choix, tellement de possibilités. Il est d'arbitrer. Choix de personne, exactement. Avec les différents drivers qui vont te conduire. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est commun depuis toujours. Et comment tu fais d'ailleurs, pardon, je te coupe, j'ai envie, évidemment, j'ai envie de tirer le fil, et je me dis alors, parce que c'est pas facile de choisir, c'est pas facile de prendre des décisions. Oui, mais à la fin, non, c'est pas facile, mais à la fin, choisir, c'est d'abord, c'est une base analytique. D'accord. Quels sont les faits, quels sont les chiffres, quel est le ROI, est-ce que ça correspond à l'enjeu, je dirais aussi des valeurs que porte l'entreprise, etc. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Après, il faut avoir les bons éléments et une couche d'instinct. C'est-à-dire que ça ne peut pas être, parce que sinon une machine le ferait, ça doit être ça, écouter différents points de vue et à un moment choisir, ce sont des faits et un instinct qui dit c'est celui-là et pas celui-là. Voilà. Tu as eu des moments dans ta vie où tu as dû prendre des choix très difficiles? Oui, bien sûr. Je dirais, c'est légitime, oui. Bien sûr. Et comment tu t'es appuyé sur les différents éléments? Voilà, l'important c'est d'abord d'avoir des faits pour nourrir. Alors, quand tu es dans une crise, tu n'as pas beaucoup le temps d'avoir les faits. Moi, je suis formée, donc voilà. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, les vrais choix à faire, oui, ils sont faits de réflexion itérative, de données, de faits et de points de vue différents. Pour bien choisir, il faut écouter des points de vue très différents, mais ensuite se faire sa propre opinion. D'ailleurs, j'ai toujours été frappée, et je dis ça sans flagornerie, mais j'ai eu la chance de travailler très évidemment avec mon directeur général Jean-Paul Agon, ou aujourd'hui à Nicolas Hieronymus. Donc je les vois raisonner, je les vois chercher des informations, et à un moment,
C'est une pensée propre, faite de tous ces ingrédients. Voilà, il y a une pensée propre. Donc c'est ça l'arbitrage, et c'est ça qui n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé pour moi en termes de leadership, Dieu soit loué, c'est que, voilà, moi je travaille depuis 34 ans, je dois dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler, au fond, le leader qu'on nous montrait en exemple, il y en avait un. Donc il y avait un archétype. Et ça, c'était terrible. D'abord, il était profondément, essentiellement masculin. Et quand on nous montrait des femmes dans cet archétype, elles étaient assez masculines. Et il y avait un archétype avec des attributs d'autorité, si ce n'est d'autoritarisme. C'était quand même ça, le patron, le grand leader. C'était quand même... D'abord, c'était quelqu'un d'omniscient. On avait l'impression qu'ils étaient nés Superman ou Wonder Woman. Ils étaient omniscients, ils savaient tout sur tout. Et ils étaient dans une posture ou dans une approche assez autoritaire. Je crois que ça c'est devenu d'une obsolescence mais crasse, et encore une fois sur les deux sujets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'archétype, et si tu regardes les très grands CEO qu'on voit du monde entier, on les voit, ils sont d'une différence extraordinaire. Certains sont très calmes, peu parlants, d'autres sont très charismatiques, d'autres, voilà. Et ils exercent leur leadership d'une façon différente, et ça c'est fantastique parce que ça libère beaucoup des gens que nous sommes, qui peuvent enfin s'identifier à l'un ou à l'autre. Et puis la deuxième chose, je crois qu'aujourd'hui, on comprend bien la différence entre la puissance et l'autorité. Hein, la puissance d'un impact, la puissance de décider, la puissance d'engager, c'est l'inverse de l'autoritarisme. Je pense que ce qui se définit, ce qui dessine de plus en plus, c'est que le meilleur leader, c'est celui qui s'entoure de gens beaucoup plus forts que lui. Et je pense que si on avait raconté ça aux leaders il y a 35 ans, ça leur aurait paru absurde. Pourtant, c'est la grande vérité. Parce qu'il y a des enjeux aussi beaucoup plus complexes à gérer aujourd'hui, probablement, sûrement. qui encouragent au-delà de l'envie des jeunes. Est-ce que dans ce parcours de leadership, tu as appris des choses sur toi au fur et à mesure des années? Oui, beaucoup, évidemment. C'est ce que je raconte toujours. Non, mais c'est vrai, notre vie personnelle, notre vie professionnelle sont entre guillemets intrinsèquement liées. La femme on est la même personne. Voilà, on est la même personne, mais bon, voilà, la femme que je suis aujourd'hui, elle a appris au fur et à mesure de son parcours. Et quand je me regarde dans ma naïveté, ma candeur, mes découvertes des années d'avant, et j'espère que dans quelques années, quand je me regarderai aujourd'hui, j'aurai le même amusement ou le même regard doux. Bien sûr, ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, je considère toujours que ces parcours professionnels, alors il se trouve que je ne fais pas de sport, mais je comprends à peu près comment ça marche, et c'est à peu près du même niveau. C'est-à-dire, c'est un entraînement. On se muscle, on apprend, on se développe, on s'entraîne, on se trompe, on gagne pas la compétition, etc. C'est à peu près du même niveau. Donc au fur et à mesure, et d'ailleurs on le voit, les gens que j'ai la chance de manager, je les vois se développer ou je les accompagne dans leur développement. Donc c'est quelque chose de graduel. Donc oui, ça m'a appris énormément, j'ai appris beaucoup de choses, et puis surtout j'ai appris à devenir moi et m'accepter moi. Et je pense que c'est une des choses les plus compliquées du départ. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à 20 ans, justement, là-dessus ? On m'a dit beaucoup de choses. J'ai eu de la chance, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai rencontré dans ma vie professionnelle et autour de moi, où j'ai observé, parce que c'est ça qui est merveilleux quand on est jeune, ça me frappe toujours d'ailleurs, j'en profite parce que tu dis des petits tips. Voilà, s'il y a des gens un peu jeunes qui m'écoutent et qui sont dans des réunions sur lesquelles il peut y avoir 2 heures de réunion et la partie qui les concerne dure 15 minutes. Pendant les 1h45 qui restent, ils pouvaient, au lieu de taper sur leur ordi, faire leur liste de courses ou répondre à un mail, observer ce qui se passe dans la salle. Écouter, apprendre le fond, mais observer aussi comment se comportent les uns les autres, comment celui qui réussit à porter son idée, à impacter, à engager les autres fonctionne. À ça, moi j'ai observé, j'ai eu cette chance-là, j'ai accompagné des grands patrons au début de ma carrière. Et c'était un observatoire merveilleux qui m'a beaucoup développé. Et j'ai pu dialoguer avec eux assez facilement. Je pense d'ailleurs de façon assez naïve, j'allais les interroger. Donc au fond, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, au fur et à mesure, j'ai souvent eu des gens qui m'ont dit des choses. Donc j'ai pas manqué de gens qui me disent des choses. En revanche, il n'y a aucun doute que y a 2 choses que, avec le recul, je pourrais me raconter. J'espère qu'elles sont moins vraies aujourd'hui. Moi, je me suis jamais posé la question d'être une femme
avant de rentrer dans mon école d'ingénieur. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation, j'ai un frère, mes parents nous ont éduqués, mais vraiment de façon non genrée. Quand je suis arrivée en école d'ingénieur, on était 10% de femmes. C'est la première fois où toute la journée, on m'expliquait qu'on était en minorité, alors avec la chance de pouvoir être dans les meilleurs binômes, etc. Et quand je suis rentrée dans l'entreprise, dans des métiers de sciences, d'ingénieur, de tech, on m'a raconté toute la journée que j'étais une femme. Et ça a été assez dérangeant. Assez perturbant et donc c'est aussi ça certainement, si j'avais pu quelqu'un me dire à l'époque c'est pas très grave, ça va bien se passer, ça m'aurait sûrement aidé dans les premières années où cette différence était trop stickée, hein, on avait un sticker, ça je pense que ça aurait été utile. Et puis la deuxième chose, c'est de dire que tu joues pas ta vie sur chacun des projets, sur chacun des responsabilités. Mais voilà, je veux dire, c'est pas qu'aujourd'hui j'ai pas toujours, je suis orgueilleuse, hein, j'ai pas toujours le même sentiment de défaite quand je réussis pas quelque chose, etc. Mais je comprends que ça ne va pas remettre en cause la totalité de ce que j'apporte. C'est ce que j'essaye de dire à mon fils aujourd'hui, mais moi je fonctionne aussi comme ça. Alors Barbara, si tu veux bien, on va se tourner vers l'avenir et j'ai envie de te poser d'abord une première question. Dans ce monde qu'on a envie de construire comme étant plus juste, plus durable et on y met toute notre énergie, quel est, selon toi, ton degré de confiance dans notre capacité collective à y arriver ? 1, tu crois pas du tout. 5, tu es très confiante. Waouh. Alors, de 1 à 5, je vais te dire 3. Si tu m'avais posé cette même question, je crois, il y a 2-3 ans, j'aurais été à 4. Mais là, je suis en train de descendre parce que, bon, voilà, depuis quelques années, on est dans un monde qui est si polarisé, si fracturé, c'est inouï. Et j'entendais, je reprends cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup marquée, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et on vit vraiment la fin d'un monde. On vit une fracture qui est vraiment d'une magnitude, d'une puissance et qui va durer un certain temps, qui est absolument tellurique. Hein, géopolitiquement, des divides sociologie, des divides par la tech, les divides de l'argent, des divides climatiques. Enfin voilà, on est vraiment dans ce moment. Et ce moment d'ailleurs. Je passe mon temps à être en découverte de lui, à me nourrir, à essayer de le comprendre parce que moi je suis vraiment d'une génération qui a imaginé que par exemple que les liens interpays qu'on avait établis, les interconnexions par le droit, par les règles commerciales, etc., nous liaient vers quelque chose qui apportait la paix. Mieux. Voilà. Alors qu'aujourd'hui on est dans un monde qui se construit à l'inverse. Ma mère est allemande, mon père est français, ils se sont mariés après la guerre. Tu imagines combien dans mon foyer, justement, ceci a été quelque chose qu'on envisageait et qui nous apportait. Et dans le commerce, c'est la même chose. L'euro, qui nous permettait de circuler, le Mercosur, les accords, enfin, c'était ça quand même, tout ce qu'on a construit. Bon, tout ceci est aujourd'hui brisé. Et 2 choses. Je crois que... parce que je suis darwinienne profondément, l'humain ne va, en tant qu'être biologique et par rapport à son écosystème, ne va toujours trouver un moyen. C'est ce que la biologie, l'éthologie nous a montré, de ne pas détruire son environnement et de ne pas détruire ce qu'il est, notre civilisation. Mais je crois que ça va nous prendre beaucoup de temps désormais, c'est pour ça que je vais mettre un 3. Après, je suis une optimiste de nature, réaliste, très réaliste, mais je suis profondément optimiste et comme je te le disais, j'ai la chance de travailler avec des gens ultra experts dans la tech et ultra experts dans la science. Et je suis certaine qu'ils sont en train, tous, de travailler sur les solutions. La solution à nos sujets de CO2, à la water scarcity, au divide, etc., viendra de cette combinatoire de science et de tech. Donc j'ai quand même cette profonde certitude. Enfin, et là c'est plutôt, si on regarde notre histoire, ça va être aussi le déterminisme de quelques individus. Parce que le monde a toujours pivoté, dans un sens ou dans un autre, par le déterminisme, le jaillissement de certains individus qui vont rencontrer, c'est un moment de paradigme très particulier, qui vont rencontrer et qui vont être capables d'éclairer et d'emporter un grand mouvement. Mais en ce moment, je dois dire que les 3 sont complètement secoués et que l'engagement qu'on a aussi, nous, dans le secteur privé, et je le pense très sérieusement, a un rôle
prédominant versus ce qu'on a imaginé auparavant. Je crois que ce qui sera partie de la solution, c'est quand même la capacité à faire rejoindre des intérêts publics ou des décideurs publics, des décideurs privés et la société. Or, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, ces trois entités sont disjointes. Et c'est un énorme problème. On parle beaucoup des États-Unis, mais les États-Unis, ils déclarent Main Street is Wall Street. Donc déjà, le secteur privé et la société ne font qu'un. C'est une de leurs grandes forces. C'est totalement différent dans les pays européens. Donc voilà, le fait que ces trois-là soient disjoints, il va falloir qu'on trouve quand même des moyens. Et je le dis sans candeur, sans naïveté. C'est pas bébête comme réflexion, mais je suis assez convaincue que cette intersection-là, avec un rôle du secteur privé dans un certain nombre de changements, va être absolument nécessaire. J'en suis convaincue. Pour ma part, tu sais que je porte ce sujet, c'est-à-dire que rien ne se fera sans les entreprises. Et je crois que le principal levier de progrès de notre société viendra des entreprises, même s'ils ne peuvent agir seuls. Alors du coup, quand on se tourne vers ces nouvelles générations, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, de leur laisser, je sais que tu n'aimes pas le mot héritage, mais qu'est-ce que tu as envie de leur laisser, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes générations qui seront les leaders de demain? Alors, le mot héritage, je l'aime pas, en tous les cas. De temps en temps, on dit qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage, etc. Moi, j'ai pas cette prétention-là et je crois que de toute façon, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je vais d'abord parler aux femmes, si je peux, parce que j'ai toujours considéré que notre génération, je vais te mettre, parce que tu es très active là-dedans, en tous les cas dans nos pays, mais c'est pas encore vrai dans certains pays, on est vraiment la génération charnière entre un monde plutôt géré par des hommes, et c'est pas mal de le dire, j'ai pas de jugement de valeur en disant ça, à un monde qui aujourd'hui est beaucoup plus ouvert à des postes de responsabilité pour les femmes. Mais nous, on est un peu entre les deux, et j'espère que les femmes qui vont être dans les générations suivantes, non seulement vont accéder à ces postes, mais c'est déjà le cas, mais vont pouvoir être profondément elles-mêmes. Alors que nous, on a dû quand même se conformer à un certain nombre de codes, et c'est normal, il fallait le faire. Ça, j'espère qu'elles auront cette liberté-là, et je les engage à l'avoir, parce que leurs différences, alors je parle là des femmes, mais j'ai envie de dire toutes ces différences, alors qu'on avait cet archétype, elles sont tellement à l'origine des solutions, de la richesse des débats, des perspectives, et donc du succès. Et c'est valable pour les femmes, mais pas que. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire. Pour toutes les différences, entre guillemets, par rapport à un archétype donné. Ça, c'est la première chose, j'espère, qui est en train d'arriver et qu'il faut vraiment qu'on continue à pousser, à promouvoir, parce que c'est par cette diversité, et c'est totalement documenté, démontré, qu'il y a le plus de succès. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, message que j'aimerais passer à des gens plus jeunes, c'est un mot que j'adore, qui est le mot « oser ». Et c'est compliqué quand on est jeune, c'est pas facile, on a beaucoup de contraintes financières, économiques, etc. On se pose des questions, on se demande ce que va être l'avenir. Et on vient de se le dire, l'avenir en ce moment est quand même un peu gris, un peu foggy. C'est vraiment d'oser, de se tromper. Ça fait un poil mal, mais c'est pas très grave. Tous ceux que j'ai vus oser, alors oser, c'est pas obligatoirement faire des choses gigantesques, c'est d'oser aller vers quelque chose dont on a envie, oser explorer quelque chose de différent, oser exercer sa curiosité. Voilà, je crois vraiment que c'est de libérer un tout petit peu, alors que je trouve, en tous les cas dans les dialogues que je peux avoir avec des gens plus jeunes aujourd'hui, mon fils qui a 21 ans, ses amis, mais aussi dans les universités, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une espèce de volonté de bien remplir les cases et de faire les choses comme il faut. Moi, on me demande beaucoup de recettes pour faire les choses comme il faut. Il n'y en a pas de recettes. Il n'y en a pas. C'est ce qu'on retiendra en tout cas dans ce podcast. Non, mais il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de... C'est aussi ça, l'audace. Et être pionnière, c'est aussi ça. En tout cas, ce qu'on retient. Et j'ai envie de te poser la question sur, puisqu'on est dans le podcast qui s'intitule Les Pionnières, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les pionnières? Et est-ce qu'il y a une ou des pionnières qui t'ont inspiré sur ce chemin? Ah oui, bien sûr. D'abord, moi, je suis très inspirée par les autres. Et je suis gourmande, curieuse des autres. Une de mes lectures favorites, et je continue, ce sont les biographies. Parce que de gens célèbres ou de gens qui ont eu des vies assez extraordinaires, qui ne sont pas obligatoirement des célébrités, passionne toujours de comprendre ces parcours de vie. Si tu me demandes des pionnières, il y en a quelques-unes qui m'ont évidemment beaucoup marqué. Il y a Diane Fossé,
qui était cette femme qui est partie il y a 50 ans en Afrique, une éthologue extraordinaire, comprend le comportement de ces grands primates. Elle était totalement pionnière dans ce monde scientifique et elle a changé beaucoup dans la compréhension du monde de la nature. Donc elle m'a passionnée. Eleanor Roosevelt, parce que c'est sûrement une des féministes les plus extraordinaires qu'on ait eues il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a quand même brisé absolument tous les tabous avec une liberté que j'admire profondément. Après, je suis française, il y a Simone Veil, évidemment, parce qu'elle incarne, là encore, pour nous toutes, en tous les cas, quelque chose de complètement fou comme destin, et sa noblesse de valeur m'impressionne évidemment terriblement. Et puis une femme que j'ai rencontrée, alors vous la connaissez peut-être pas, mais c'est dommage pour vous, elle s'appelle Alix Hubin. Et c'est une femme que j'ai rencontrée quand j'étais toute jeune, je devais travailler depuis 2 ans. Et justement, on me racontait un peu les archétypes de leader, etc. Et je rencontre cette femme, chef d'entreprise. Elle était à la tête, elle est toujours d'ailleurs d'une très grande entreprise d'emballage. J'étais acheteur, comme je te l'ai expliqué, de packaging. Et j'ai découvert en face de moi une femme, mère de famille, avec des enfants, chef d'entreprise. Et d'un seul coup, je lui ai révélé des années plus tard, elle m'a rendu possible de pouvoir avancer dans ce chemin-là. Donc, je rends hommage à Alix qui a été si importante dans ma vie. C'est chouette. En tout cas, c'est aussi l'intention à travers ce podcast, parce que les pionnières, c'est aussi inspirer ceux qui ont envie d'ouvrir les différents chemins. Et moi, j'adore, j'ai un petit dada, au-delà des biographies aussi, je dois avouer, c'est les quotes, les citations. Alors, j'ai envie de terminer ce podcast par une citation que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs pour les encourager à oser, à ouvrir des voies, à avancer, même si parfois ça impliquait se tromper sur le chemin. Alors, tu m'avais demandé, c'est ce qu'on avait préparé. Alors, je vais la lire parce qu'il ne faut surtout pas se tromper quand on donne une citation. C'est une citation d'Albert Camus, qui est un de mes auteurs absolument préférés. J'adore Albert Camus. Et cette quote, elle m'accompagne depuis très longtemps. Elle m'aide dans des moments de tristesse, elle m'aide dans des moments de down qu'on a tous. On a chacun son black dog. Et à chaque fois, je repense à cette phrase où je me l'écris et je repars. Et c'est « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Et j'adore cette quote. Eh bien, j'ai envie de conclure sur ces mots et je voulais te dire merci tellement, Barbara, d'avoir été avec nous. On repart plein d'audace et d'envie de faire bouger les lignes. Merci à toi. Isabelle. Merci.